8e épisode de la série D'une mère à l'autre de Maman sans tabou, où j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Émilie Bergeron. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors Émilie, je t'ai choisie pour incarner la 8e mère de clan, la guérisseuse, puisque tu es doula. Alors avant que je relise en fait le poème et les enseignements de la mère de clan comme à chaque fois, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Me présenter brièvement, mais c'est comme tu l'as dit, je suis doula. Je suis accompagnante des passages du féminin, des premières règles jusqu'à la ménopause, en passant par les deuils, la fin de vie. Puis je suis professeure de yoga aussi, donc je travaille beaucoup avec le souffle, revenir à sa conscience, connecter à soi. J'aime beaucoup aussi travailler avec les plantes. Euh, je suis une maman de 2 garçons. C'est un petit mini résumé que je peux faire. Alors, Émilie, d'abord, je veux te remercier d'avoir honoré la couleur de cette 8e. Le bleu, c'est pas tout le monde qui se prête au jeu. Puis je vois qu'on a la même tonalité en plus. Pourquoi le bleu? Parce que c'est la couleur de l'eau. Hein, l'eau, c'est la guérison. Et puis, on va voir que c'est important dans les enseignements de cette mère. Donc, je vais vous lire. Mais juste avant, oui, je voulais un petit peu raconter comment on s'est rencontrés. Donc, en fait, on ne s'est jamais rencontrés en vrai, on s'est juste vus sur Zoom. Et c'est Laurence Sala qui va être une prochaine mère de clan aussi de cette série, qui nous a mis en contact parce que je m'intéresse aux rêves et que toi aussi. Et finalement, quand on s'est parlé, on n'a presque pas parlé de rêves. Oups! Oui, mais non, mais j'ai vraiment aimé. En fait, pour moi, c'était vraiment une belle rencontre. Et puis, et donc, quand est venu le temps de choisir la 8e mère de clan, c'était évident que c'était toi. Et puis, on va voir si mon choix était le bon, mais je crois que oui, vu ce qu'on s'est dit juste avant. Alors, donc je vais lire l'enseignement et poème. Voilà. Donc, août, la guérisseuse. La guérisseuse par intuition, la sage-femme, l'herboriste, la dépositaire des arts thérapeutiques, celle qui chante la chanson de la mort, gardienne des mystères de la vie et de la mort. Elle nous enseigne à servir les autres avec un cœur joyeux, en utilisant notre capacité à soigner et guérir, à comprendre et faire honneur au cycle de la vie que sont la naissance, la mort et la renaissance, à croire dans les miracles de la vie par notre connexion à notre essence spirituelle, à comprendre le royaume végétal et l'usage thérapeutique de toutes les parties des plantes. Elle nous enseigne à servir la vérité. Son poème. Mère, chante-moi une chanson qui soulagera ma peine, reconstitue mes os brisés, fais que j'éprouve à nouveau le sentiment d'être entière. Occupe-toi de mes enfants dès leur naissance, chante pour ma mort, apprends-moi à faire le deuil. Montre-moi la médecine des herbes qui guérissent, la valeur de l'esprit, la façon dont je peux servir. Mère, soigne mon cœur pour que je puisse voir les dons que tu me fais et qui peuvent vivre à travers moi. Alors, comment ça résonne pour toi? Je veux te remercier. J'aurais pas fait nécessairement ce choix-là parce que c'est tellement un honneur d'être associée à cette femme-là. Quand tu m'en as parlé, quand tu m'as envoyé la description, les enseignements, j'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout parce que ça me touche beaucoup. Ça se peut que je sois émotive pendant l'enregistrement. C'est euh, c'est tellement à point avec euh, ma propre guérison personnelle du moment, travailler avec la médecine de l'eau. J'ai longtemps retenu mes larmes. C'était pas une émotion avec laquelle j'étais à l'aise. J'empruntais la colère quand j'avais des choses à libérer. J'ai longtemps voulu être une personne vraiment dans la joie, dans le positif, dans la guérison, dans la pacification des choses. Fait que dès mon plus jeune âge, quand il y avait quelque chose qui me faisait sentir moins à l'aise ou moins confortable, je cherchais. Ah, mais qu'est-ce que je peux faire pour être mieux? Tu sais, déjà petite, j'avais cette quête-là à l'intérieur de moi. Donc,
quand on parle de servir avec un cœur joyeux en utilisant la capacité à soigner et guérir, je t'en ai parlé un petit peu avant, ça me ramène à l'énergie de ma grand-mère. Ça me ramène vraiment à la médecine de cette femme-là qui était appelée quand il y avait des naissances, quand il y avait des malades, quand il y avait de la mortalité. Et elle était vraiment la femme qui venait avec un cœur grand comme un autobus, comme dirait mon grand-père, déposer cet amour-là, ce respect-là du passage. Puis ça fait pas longtemps que je me rends compte, tu sais, j'ai pas, moi, voulu devenir doula. Comme on s'en était parlé un petit peu, j'ai pas... souvent, quand on enfante, on a envie après ça de s'intéresser à la maternité et soit, si ça s'est bien passé, de répandre la bonne nouvelle ou si ça s'est moins bien passé, de s'informer pour que ça se passe autrement. On devient vraiment passionné de la mise au monde. Et comme tu sais, Anne, moi, c'est les naissances qui sont venues à moi lors d'un séjour au Mexique. Et après, c'est revenu, c'est jamais parti jusqu'au jour où j'entends parler de l'accompagnement à la naissance. Puis là, j'ai fait comme... J'ai eu la même chair de poule que les premières naissances auxquelles j'ai assisté. Puis j'ai dit, ouais, c'est ça que je vais faire, moi. Puis pour moi, une doula, c'est quelqu'un qui va s'occuper de prendre soin du cœur des gens. Parce que tout part du cœur, on va se le dire. Pour moi, tout part du cœur. Puis je pense que pour plein de monde qui travaille dans ce chemin-là aussi. Parce que la doula, elle va pas tirer, elle va pas pousser. Elle va juste prendre le pouls du cœur qui bat devant elle, à côté d'elle, auprès d'elle. Puis elle va juste se mettre au même rythme que ce cœur-là pour lui montrer toute la beauté de ses battements puis de ce déploiement, puis de ce que ce cœur-là porte, pardon. Fait que c'est ça pour moi mon travail de doula. Fait que quand j'ai lu cette phrase-là, ça m'a fait pleurer beaucoup. Puis quand on a commencé tantôt avant l'enregistrement, c'est ce que je t'exprimais. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Fait que ça m'a touché beaucoup que ce soit le bleu, que ce soit beaucoup le travail avec l'intuition, parce que quand j'ai lu tes questions, tu sais, je me disais, pour moi, la sagesse, c'est de comprendre les choses avec le cœur. Puis la plus belle preuve d'amour pour moi, c'est l'écoute. Parce que quand on écoute quelqu'un, on est disposé, on a son cœur ouvert à recevoir, à entendre ce qui est nommé, mais ce qui est invisible aussi. Ça revient tout à mon travail de doula. Ça revient tout au travail aussi que je fais parce que on se le cachera pas. On enseigne ce dont on a besoin. Donc, probablement que moi, je suis quelqu'un qui avait besoin d'apprendre à m'accompagner. Donc, et maintenant, je repasse ou je repasse et après, je le dépose pour moi. Je ne sais pas, c'est une danse. Danse, ouais. Oui. Mais je trouve ça intéressant que tu dises que tu es quelqu'un justement qui a du mal avec les larmes et tout ça, parce que là, tu viens de me rappeler que dans le conte, en fait, la sage-femme qui accompagne la femme qui donne naissance, dans la description, on insiste beaucoup sur le fait qu'elle reste stoïque. Elle ne montre pas ses émotions. Elle sent que la femme, le bébé sont en danger parce qu'ils sont elle, en fait, elle accouche dans une période de famine. Donc, la femme, elle manque d'énergie. À côté, dans la grotte, à l'extérieur, il y a des gens qui pleurent leur mort et donc elle a peur que ça influence négativement la femme qui accouche, mais elle ne dit rien. Elle reste stoïque et elle essaye en fait d'accompagner effectivement la femme avec son intuition, de lui donner courage, de lui dire en fait qu'elle a tout en elle, mais elle, effectivement, elle n'est pas dans l'émotion. Donc je trouve ça vraiment intéressant parce il y a vraiment l'essence là de la doula. Ouais, ouais, ouais. De porter l'espace, hein. C'est Oui, vraiment, c'est ça. C'est ça. c'est juste pour aller un petit peu plus loin au niveau des émotions. Mes amis vont rire, là, celle avec qui je suis allée au cégep puis à l'université parce que moi, à 17 ans, j'ai commencé à dire que je voulais devenir émotionnologue quand j'allais être grande. Je disais, il y a des géologues, il y a des géologues, il y a des gynécologues, il y a des psychologues, mais moi, à un moment donné, je vais être émotionnologue. Puis, tu sais, tu sais, au cégep, à l'université, on est revendicateur, là. Puis, tu sais, j'en faisais vraiment une quête. Mais en même temps, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec le chemin parcouru, je me dis, eh mon Dieu, j'avais besoin de me donner la permission de vivre d'autres émotions qui être adéquates. Mhm. Puis, tu sais,
J'ai eu à me réconcilier, mais c'est pas pour rien qu'à 17 ans, je voulais devenir émotionnologue, puis j'en parlais. Tu sais, aujourd'hui, je pense que j'y travaille à chaque jour à devenir émotionnologue parce que pour moi, c'était de valoriser chacune des émotions que l'être humain pouvait vivre parce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Il y avait quelqu'un avec qui je faisais un travail, on était trois ou quatre, puis il y a eu de la mortalité. Fait qu'elle s'est absentée pour aller au funérailles, puis quand elle est revenue, ben, elle avait de la peine, fait qu'on lui a donné comme un 2, 3 jours. Puis après ça, on dirait qu'il fallait qu'elle soit comme apte à faire le travail d'équipe. Parce que, tu sais, on était comme, on dépendait aussi d'un peu de sa partie. Mhm. Là, il y avait des gens qui disaient, mais là, reviens-en, là. Elle est enterrée, là. Hey, ça m'avait tellement fait mal dans moi, l'épinière. Là, ça commence par la colère pour moi. Ça m'avait vraiment fâché comme, OK, dans la vie, on a juste le droit d'être adéquat, souriant, poli. Puis là, c'est là que j'avais commencé à dire, c'est pas de même que ça marche. Moi, je vais être émotionnologue, je vais valoriser le vécu de chacune des émotions. Tu sais, c'était vraiment une quête importante. Fait que les gens aujourd'hui qui m'ont connue à cette époque-là, parce que j'étais dans un autre domaine, j'étais dans de la gestion de projet puis dans l'événementiel. Mhm. J'aimais pas ça, mais c'était ce que j'avais choisi à l'époque. Ben, aujourd'hui, ils sont bien crampés parce qu'ils disent, hey, crème Émilie, tu l'avais-tu dit que tu allais faire ça? Fait que comme de quoi, tu sais, je le vois aussi tu sais, que les miracles sont possibles. Le miracle, pour moi, c'est la manifestation de quelque chose. Mhm. Fait que ça, c'est un peu mon petit miracle. Parce que même si j'ai attendu pendant des années, ma manifestation de devenir émotionnologue, elle a fait son chemin à l'intérieur de Ouais, moi. Je l'ai ça tellement fait quelque chose de manifesté fort. que, Mhm. oui, qu'aujourd'hui, tu sais, ça que je t'expliquais tantôt, j'ai tenu des cercles de parole pour les femmes victimes d'abus sexuels, de viols. Puis là, avant de partir, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, je vais m'ancrer, tu sais, je vais être cette femme-là qui tient l'espace dans la caverne où il y a une naissance, puis il y a comme cette énergie de danger ou de deuil. J'ai été capable de tenir l'espace. Effectivement, tu sais, il y avait des émotions qui montaient, mais je suis restée dans porter l'espace, comme je fais dans les naissances. Tu sais, des fois, dans les naissances ou dans les fins de vie, il y a un moment où il y a un grand silence. Tout est possible. Tout peut basculer. Puis, tu sais, on appelle ça avant la délivrance du bébé, mais quand c'est en fin de vie, c'est avant la délivrance de l'âme. Mhm. Il y a cet espace-là où tout est possible. C'est comme ça quand on porte l'espace. À un moment donné, ça peut prendre toutes les barres, mais de rester dans ce cœur-là, dans cette bienveillance-là, dans porter l'espace, il y a comme une force qui monte à l'intérieur que tu es soutenu. Mhm. Moi, je dis toujours que c'est plus grand et c'est plus fort que la police. Mhm. Ben, dans le conte, c'est pareil parce qu'en fait, la femme, à un moment donné, c'est la chauve-souris. Il y a une chauve-souris dans la grotte, c'est elle qui lui envoie un signe, en fait. Puis, un mot qui revient beaucoup dans le texte, c'est connexion, en fait. On est connecté au grand tout. Puis, à un moment donné, elle voit comme l'âme du bébé qui est prête à venir. Donc, pour elle, c'est le signe que l'enfant va vraiment naître. Mais c'est vraiment ça, c'est qu'elle, elle se laisse porter aussi par l'environnement. Puis, elle enseigne à la femme qui accouche aussi à se reconnecter, à trouver la force en elle, en tout ce qu'il y a autour d'elle pour accueillir l'enfant. Euh, Hmm. je trouve que c'est un beau message d'espoir parce qu'il y a cette idée que rien ne meurt, en fait, que tout est un cycle et qu'on est toujours accompagné, toujours connecté. Donc, Hmm. Vraiment. Puis le mot connexion est important. mm, Connecter à soi, aux gens qui t'accompagnent, connecter à plus grand, connecter. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Il y a juste à être dans cette connexion-là, dans cet ancrage-là, dans ce tout-là, dans cette unité-là. Puis ça se passe. mhm, On ne peut pas tirer. Tu sais, je te disais en blague tantôt, ben, j'aime ça avoir des expressions un peu colorées. On voit bien qu'est-ce que ça veut dire. On ne peut pas tirer sa carotte pour qu'elle pousse plus vite. Mais par contre, on peut lui donner de l'eau, on peut s'assurer que le terreau est fertile. Puis après, mais, tu sais, advienne qu'apoura, là. mhm, Quand tu sais que ta graine, que la terre, que l'eau, que le soleil, que tout est là, ben, après, elle pousse pas. Tu sais, on fait avec. On remercie qu'est-ce qui est là parce que ça nous apprend quand même quelque chose au bout du compte. Dans le deuil, dans la joie, dans la tristesse, dans le néant, tu sais, on ne le sait pas trop, là, tu sais, dans cet espace, comme un peu la vacuité, là.
Tu sais Mm. que, puis quand on enseigne le yoga, à un moment donné, moi, je travaille beaucoup à partir des 4 phases respiratoires. Parce que les 4 phases respiratoires, tu sais, on parle du cycle de la vie, on parle du cycle des saisons, mais le plus court cycle qu'on vit à chaque jour, c'est notre cycle respiratoire. On inspire, on fait une rétention poumon plein, on expire, on fait une rétention poumon vide. Rétention poumon vide, c'est notre hiver, c'est notre mort. Ici, il n'y a pas la mort. On ne peut pas inspirer. Il faut prendre le temps que tout aille se déposer un peu partout. Fait que dans notre souffle, on a le cycle de naissance, de mort, de renaissance. On l'a plusieurs fois par jour, ce cycle-là. Puis on ne peut pas retenir. On peut apprendre à bien respirer pour être conscient des souffles, mais quand je guide le yoga, souvent je dis, prenez le temps de connecter avec ce vide-là, parce que le vide, là, il est plein de vie, il est plein de possibles. Mais souvent, on en a peur, parce qu'on veut prendre. On veut prendre des formations, on veut prendre de l'air, on veut prendre des autres, on veut. Mais si on laisse aller, il y a de la place pour prendre. Mais si on fait juste prendre, à un moment donné, on s'hyperventile, on a trop. Fait que ça, c'est important pour moi. Le vide est plein de vie. Je m'en allais pas là tout de suite, mais là, tu m'y amènes. On en a parlé avant l'enregistrement dans le conte. La mort et la vie sont proches, en fait. C'est, comme je disais, il y a des gens qui pleurent leur mort au moment où elle accouche dans la grotte. Puis même, il y a deux, parmi les femmes endeuillées, il y en a deux qui sont des assistantes de la sage-femme, en fait, et qui, une fois qu'elles ont pleuré leur mort, peuvent venir aider, en fait, la femme qui accouche. Euh, et justement, dans le conte, elle dit, parce qu'elles ont pris le temps de faire le deuil, maintenant, elles sont en mesure d'aider à la vie. Donc, je trouve ça très beau, en fait. Et en même temps, quand je t'entendais parler, ce qui montait, c'était ma propre histoire, en fait. Avant d'avoir ma première fille, j'ai fait une fausse couche. Et, euh, et c'est drôle parce qu'hier, justement, j'écrivais une publication à partir d'une citation, puis c'est cette histoire-là qui est montée. C'est que c'est triste à vivre, et, et, et en même temps, ça a une raison d'être. Tu vois, je me rappellerai toujours, je suis tombée sur une femme, une médecin incroyable à l'hôpital, qui m'a dit, ça sert à rien d'essayer de comprendre pourquoi, vous allez chercher à vous culpabiliser. Elle dit, en général, la vie fait bien son travail. Si le bébé est pas né, c'est qu'il n'était pas viable. Bon, tu sais, c'était une fausse couche à 11 semaines. Donc, on peut pas dire que j'avais encore eu le temps de m'y attacher, surtout que j'avais découvert que j'étais enceinte un peu par hasard. Euh, mais, tu sais, ça nous traverse quand même. Puis, c'est ça, elle m'avait dit, l'important, c'est de prendre le temps de le vivre. Puis elle dit, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes quand même capable Mm. de porter la vie, tu sais, et ça ne peut que, tu sais, elle dit souvent, le corps, surtout si vous avez été longtemps sous contraception, le corps, c'est comme un échauffement, en fait. Il a fait, ah, ça n'a pas marché, mais la fois d'après, tu sais. Et j'avoue que ça m'avait vraiment aidé, puis j'ai vraiment pris le temps de pleurer. Ça m'a fait me rendre compte, en fait, que ben, je voulais vraiment un enfant. Et en même temps, avec le recul, je me rends compte que c'était un mal pour un bien parce qu'on allait se marier. Et on aurait dû se marier avec un bébé de 4 mois. Puis finalement, je me suis mariée enceinte de donc, ma première, mais qui était ma deuxième grossesse. Et finalement, c'était beaucoup mieux parce que j'ai tellement mieux vécu mon mariage parce que j'étais pleinement dans mon corps avec toutes les hormones. Enfin, tu sais, j'étais rayonnante. C'était waouh. Euh, et, et mon accouchement, enfin mes accouchements, c'est pareil. Euh, je me suis vraiment laissée porter. C'était quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Et finalement, ça s'est passé, j'ai envie de dire malgré moi, ou tu sais, mais la première, elle a failli accoucher dans la salle de bain parce qu'en fait, elle poussait déjà. Tu sais, j'étais en travail, je m'en étais pas vraiment rendu compte. Puis la sage-femme, au début, elle me croyait pas tu sais, que j'étais prête à accoucher. Fait que finalement, et je me rappelle, j'ai retenu mon bébé. Puis quand tu parles de connexion, c'est drôle parce que tout le long de cette grossesse-là, il y avait une partie de moi qui était un peu comme ah mais c'est bizarre, je sens pas la connexion, j'ai pas comme le goût de parler à mon bébé, tu sais, alors qu'il y a des femmes qui dès le début se sentent, puis je me sentais mal. Et en fait, ce jour-là, la connexion était là parce que je lui ai dit non, pas tout de suite, tu peux pas sortir maintenant, on n'est pas prêt. Mon mari, qui est d'habitude zen, il était mais sans dessus dessous, paniqué. Il avait même pas fait son bagage.
Et moi, je lui ai dit, si tu veux qu'on aille à la maison de naissance, j'ai besoin de calme. Parce que là, moi, ça active là, tout ce qui se passe là. Et je me rappelle, j'ai marché dans le couloir du condo en lui disant, non, ma chérie, pas tout de suite. S'il te plaît, attends encore un peu. Tu sais. Et là, et après, une fois qu'on est sorti, bon, elle est sortie vite. Mais ça s'est passé, si tu veux, sans vraiment que j'en ai conscience. Alors qu'après, tout ça, ça m'a amené à découvrir toute la maternité sacrée et tout ça. Et quand j'ai eu ma deuxième, mais dès le début, j'ai senti qu'on était ensemble là-dedans. Tu vois, c'était dès le début, je sentais que, tu sais, quand j'avais des contractions, puis que j'essayais de respirer à travers tout ça, qu'on on travaillait main dans la main vers la délivrance, quoi. Hmm. Euh, Beau. donc oui, la connexion, ouais, la connexion, c'est essentiel. Alors au début, je voyais le lien avec ce que tu disais. Je ne sais plus si je suis partie ailleurs. Mais c'est le deuil, tu sais, t'es parti de la fausse Oui, couche après oui, pour c'est ça. enchaîner sur la vie. Tu sais, que Ouais, c'est relié dans le fond, que c'est effectivement, tu oui. sais, encore, on en parlait un peu avant, pour avoir accompagné ces passages-là, la naissance et la fin de vie. euh, pour moi, c'est la même chose. Puis, tu sais, c'est triste à dire, mais quand tu fais des analogies, quand tu décortiques un peu tout ça, puis moi, j'ai assisté à 70, 75, 80 naissances, j'ai compte plus vraiment, mais j'ai accompagné 200-300 couples, j'ai assisté à des fins de vie, et c'est ce que j'expliquais hier à un nouveau couple que j'accompagne. Le petit bébé qui arrive au monde, on appelle ça la délivrance du bébé, tu sais. Puis le- l'âme qui quitte le corps, on appelle ça aussi la Mm. délivrance. Puis cet espace-là où tout est possible, elle se passe dans les deux passages. La connexion, elle se passe dans les deux passages. Puis j'ai l'impression aussi que on choisit les gens qu'on veut autour de nous quand on enfante. Tu sais, on aimerait tout ça avoir notre mère, mais des fois, je pose la question, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça te fait vibrer à l'intérieur? Parce que oui, c'est le fun d'avoir notre mère, mais est-ce que c'est un utérus en qui tu as confiance? Est-ce que, est-ce que ça va être quelqu'un qui va croire en toi, qui va émaner la force de la guérisseuse justement dans la caverne, qui va être inébranlable auprès de toi ou qui va revivre ses enfantements et que tu vas sentir, que tu vas capter, puis que ça va venir jouer, un peu interférer. Ça se peut que ça soit une bonne idée que ta mère soit là, mais ça se peut que ça soit pas cette femme-là qui est mieux d'être auprès de toi parce qu'on le sait, la femme qui enfante est ouverte. Elle a des antennes très, très grandes, très, très sensibles. Elle entend le non-verbal, elle entend les murmures des gens, elle entend ce qui se passe. Fait que s'il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, qui n'est pas dans une grande confiance en cette femme-là, en son corps, envers le bébé, mais ça vire de bord, tu sais, ça dérange. Puis c'est la même chose, je pense, quelqu'un qui est en train de quitter vers une autre naissance, vers un autre passage, vers un autre cycle. Je pense qu'elle choisit les gens qu'elle a besoin autour d'elle pour faire la paix, pour dire au revoir, par l'amour aussi. Puis la petite âme, elle quitte souvent un peu comme elle a vécu. Tu sais, il y a des morts où il y a beaucoup de résistance, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Puis il y a des morts qui font rire. Il y a des morts qui dansent. Il y a des morts qui... Puis, tu sais, je me passais beaucoup la réflexion, les gens qui sont dans le coma ou les gens que ça prend vraiment longtemps avant de quitter, comme les petits bébés que ça prend longtemps à naître, est-ce que c'est le corps de la mère? Est-ce que c'est le petit bébé qui prend son temps? Est-ce que c'est, on attend d'arriver un peu, de faire la petite recette pour que tout soit là, la magie, la formule? Qu'est-ce qui est là, tu sais? Puis en fin de vie, dans ma réflexion avec le yoga, justement, les phases respiratoires, tu sais, on sème quelque chose, on la fait pousser, on récolte, puis après ça, ben, on remet la terre en jachère un petit peu pour que au printemps, tous les nutriments, les minéraux reviennent, tu sais. Puis je me disais, ah, peut-être, c'est une réflexion, là, vous y croyez pas, je veux pas imposer rien, mais ce que j'avais comme manière de réfléchir, c'était, tu sais, les gens que ça prend un certain temps avant de quitter, est-ce que ils ont accepté puis qu'ils ont fait tous les petits deuils dans leur vie où il y a un moment avant de quitter pour être en paix, où c'est cette période-là de deuil, un petit peu de refaire un peu le tour de la recette. Je sais pas, je me disais, ah, peut-être que, parce qu'il y en a qui partent très vite, je me dis aux autres qui ont vécu le cycle, Ouais, ouais.
Puis peut-être que la personne, tu sais, qui est là un peu plus longtemps, mais elle a besoin de passer par ces deuils-là parce que souvent, l'être humain, il veut pas aller dans le deuil. Fait qu'il va faire le cycle tu sais, le printemps, l'été, l'automne. Oups, on va recommencer au printemps, été, automne. On va ressemer tout de suite un nouveau projet. On va pas laisser le vide. Mm. C'est ce qui est là. Tu sais, moi, j'ai fait 2 fausses couches après mes garçons. Puis, moi, ma croyance, c'était, ben voyons donc, quand on vit des fausses couches, il y a toujours un bébé arc-en-ciel qui arrive au bout. Là, j'étais comme, mais je peux pas finir ma famille sur 2 fausses couches, je suis doula. Voyons donc. Tu sais, c'est illégal. Puis la première, je l'ai super bien rationalisée. C'est moi qui ai aidé le médecin en résidence à me l'annoncer parce que je voyais Mhm. bien que la personne n'était pas capable de me le dire. Fait qu'encore là, avec mon écoute puis ma Mhm. manière de tenir l'espace, je dis, bon, il n'y a pas de petit cœur peut-être, hein. Oui, c'est ça, tu sais. Je fait que là, j'ai comme pris soin de la personne parce qu'elle n'était pas capable de me l'annoncer. J'ai super bien rationalisé, tu sais. Mais la deuxième, là, j'ai manqué mourir du cœur tellement que j'ai eu de la peine. Puis j'étais là, ben voyons donc, je pourrais pas réessayer une troisième fois parce que c'est dangereux pour mes émotions. Donc, puis tu sais, je grandissais aussi en âge. Mhm. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, je pense que c'est ma job aussi en tant que manifestatrice de miracles et de manifestations et de femme sage. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec cette expérience-là? Mais tu sais, j'ai eu besoin d'un temps de dépôt. J'ai eu besoin de vivre le deuil. J'ai eu besoin de laisser déposer, décanter. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais besoin de donner un sens à ça. Et c'est là que Via Luna est née. Puis quand j'ai déposé mon projet, je suis allée voir mes 2 garçons, puis je leur ai dit, hey, maman vient d'avoir son troisième bébé, là. Tu sais, là, Mhm. j'ai réussi, là, tu sais, ça va vivre, ça. Puis ça me lâche pas, tu sais, ça fait partie de donner le sens, puis de la guérison aussi de quelque chose. Mais ça a pris du temps, ça a pris très, très longtemps, mais bon, c'est là, puis je le chéris beaucoup aujourd'hui, là. Alors, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? De l'accompagnement. Oui, Yaluna. Via Luna, ben c'est ça, comme j'ai dit tantôt, c'est né au Mexique. Pour moi, ça fait 20 ans aujourd'hui. Exactement aujourd'hui, j'ai assisté aux premières naissances. J'avais 24 ans à l'époque, puis j'avais personne autour de moi qui avait eu des petits bébés. On m'a emmené travailler dans un hôpital de naissance, un hôpital de nuit. Euh, Il n'y a pas de mot que j'ai trouvé en français. Peut-être que quelqu'un va écouter l'émission ou en tout cas le podcast, puis ils vont dire, Mhm. ah, c'est ce mot-là, Émilie, que tu devrais dire. Mais tu sais, moi, je l'appelle le traumatisme positif parce que c'est vraiment fort. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un moment de grâce. J'avais la chair de poule dans les cheveux, je riais, je pleurais, je tremblais. Tu sais, c'était vraiment puissant, mais je ne savais pas quoi faire avec ça. Puis je me rappelle juste d'avoir senti de donner de la dignité à la femme qui venait de faire naître un petit bébé. Fait que je suis allée nettoyer ses jambes, je suis allée la faire glisser sur une civière pour qu'elle puisse être étendue pour la circulation. Je suis allée voir son petit bébé, je suis revenue la voir pour lui dire, hey, t'as une belle fille en santé, t'as-tu des noms? Puis j'étais vraiment dans la gratitude qu'elle m'ait permis d'être là parce que je ne suis pas rentrée dans la chambre comme si c'était un spectacle du soleil. J'ai vraiment eu besoin que la femme autorise ma présence. Puis je me suis vraiment comme peinturée dans le coin. Puis ce que je sentais, c'était vraiment d'émaner de la confiance puis de l'amour parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Puis je voulais pas la déranger. Je trouvais que c'était précieux. Puis quand ce petit bébé-là il a commencé à descendre, là ça a été ouf, je tremblais, je riais, je pleurais. Puis ça a duré pendant 2 semaines. Les gens avec qui j'étais, là, qui étaient proches de moi, ils étaient là, on est chavirés. Tu sais, j'étais vraiment là, j'étais habitée pleinement par cette émotion-là. Puis, tu sais, on parle des plantes. Au même moment, il y a un chaman qui m'a pris sous son aile, qui m'a enseigné les plantes, qui m'a expliqué qu'est-ce que c'est un chaman. Un chaman, dans le fond, c'est quelqu'un qui connaît les plantes puis qui va t'accompagner à connecter ton âme à l'âme des plantes, que ce soit par la tisane, que ce soit par le copal, que ce soit par la fumigation, que ce soit par ingérer, que ce soit... c'est... J'ai vraiment eu la chance de vivre des temazcales. J'avais jamais entendu parler de ça. Je savais pas c'était quoi.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme la hutte de sudation autochtone ici. Exactement. Le matado, la tente de sudation, le sweat lodge, c'est vraiment quelque chose qui est excessivement Puissant. puissant. Ouais. Oui, puissant. Doux et puissant à la fois parce que ça te ramène vraiment à toi. Mhm. Puis, C'est un peu, nous, comme l'autochtone Dominique Rankin nous l'avait expliqué, c'est un peu comme rentrer dans le ventre de la maman et en ressortir, c'est la même expérience. Et c'est pour ça que, je ne sais pas au Mexique, mais ici, on y rentre à quatre pattes, on est presque nu et on ressort à quatre pattes. Et puis, sa femme, Marie-Josée, qui est aussi une aînée autochtone, elle disait, puis on a la peau douce comme un bébé. Puis mais on est au chaud, on est dans l'humidité, on est. Puis il fait soir, il fait sombre. Enfin, c'est ouais, c'est vraiment une expérience. On sort de là, c'est comme une renaissance. c'est drôle que tu dis ça parce que le premier que j'ai fait, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Mhm, C'était vraiment comme une petite tente, tout en argile. mhm, C'était vraiment tout en argile. Puis c'était quelqu'un qui m'avait invité. Puis cette femme-là, quand je l'avais rencontrée, elle s'appelait Doña Esperanza. Tu sais, fait que là, moi, juste mhm. son nom, puis ses yeux. Elle avait les yeux de quelqu'un. Elle, ça me propose des choses, j'y fais confiance. Tu sais, c'était comme si elle avait les yeux de quelqu'un de ma famille ou j'avais vraiment connecté avec cette femme-là. Puis son nom m'enchantait tellement. Doña Esperanza. Tu sais, l'espérance, l'espoir. J'étais, oh mon Dieu, ça s'appelait de même. C'est sûr que tu es pavé de bonnes intentions. Puis elle m'avait dit, ah, la semaine prochaine, à 6 heures du matin, viens. Mon espagnol n'était pas très bon quand je suis arrivée. Puis quand je suis allée, c'est vraiment là, il y avait un ventre qui sortait de la terre, tu sais. Mais moi, je me sentais comme un cœur sur deux pattes qui faisait juste filer si ça avait du sens ou pas de sens. Tu sais, là, à 24 ans, tout est possible, t'es comme invincible, puis t'as le goût de vivre des sensations fortes un peu. Puis, fait que je suis allée, puis là, je voyais que son mari, il était dans le feu, puis il virait des pierres, il mettait des pierres, puis c'était chaud, puis il avait l'air quand même avoir passé plusieurs heures là. Alors, on rentre, ça a duré 6 heures, Ouais. le premier. Et moi aussi, premier, il a duré. Puis quand je suis sortie, parce qu'il fait noir, quand je suis sortie, je me sentais comme un bébé qui vient au monde parce qu'avec 6 heures dans le noir, puis là, sortir à midi en plein soleil au Mexique avec le Popocatépetl, tu sais, les volcans au loin, tout ça. Hey, je me sentais comme un bébé qui vient au monde. Puis on avait fait, tu sais, une semaine avant, pas de sucre, pas de sel, pas d'alcool, tu sais, vraiment toutes sortes Purification. Oui. Puis là, on mangeait des fruits frais du Oui, Mexique. la même chose, nous aussi, ils nous donnent un gros bol de fruits. C'est les meilleurs fruits que tu aies mangés de ta vie. Et je me sentais comme si c'était ma naissance, puis que je Mm. savourais la vie, là, tu sais, que je disais oui, là. Puis, tu sais, mon rôle d'accompagnante à la naissance, tu sais, on me met souvent dans le passage de la naissance. Mais quand j'ai tricoté au fil des années un peu toutes mes expériences de naissance, d'accompagnement, justement, des passages, des règles, moi, tu sais, j'ai des soucis au niveau euh, fibrome et tout ça. Fait que, tu sais, je m'accompagne beaucoup, j'essaie beaucoup de choses. Là, j'étais comme, waouh, dans le fond, là, la vie, on vient au monde de nos parents, mais on a plein d'opportunités après de se mettre au monde soi-même par la rencontre de d'autres personnes, par des deuils, par des créations. C'est là que j'ai commencé à dire, moi, je suis une accompagnante de l'humain parce que, tu sais, il y a des femmes de 60 ans qui me contactent, ils veulent changer de carrière ou ils ont une blessure, qui ont envie de pacifier. Fait que par le rêve, par la respiration, par l'écoute, parce que je pense que la plus forte médecine au monde, la plus belle preuve d'amour, c'est l'écoute. Parce que quand tu écoutes, ton âme est au service de la personne qui est devant toi. Puis tu es vraiment capable d'aller dans ton cœur et d'émaner de l'amour. Puis c'est là que la personne va prendre ce qu'elle a besoin. On n'a pas besoin de rien dire. La personne sait. Puis tu sais, on est beaucoup dans un air que tout le monde partage son chemin et son vécu et moi j'ai la recette. Moi j'ai la recette. Il faut faire ça pour être heureux, il faut faire ça pour naître à soi, il faut faire ça pour guérir. Mais s'il n'y en avait pas de recette. Parce qu'on va se le dire, quand on fait un parallèle avec la naissance, si on la connaissait, la recette, elle existerait, puis on en ferait la promotion, puis il y aurait une manière de faire naître son bébé. Alors Mais qu'il il y en a autant qu'il y a autant de mères et de bébés. il n'y en a pas de recette. Il n'y en a pas non plus de recette pour se mettre au monde, pour aller dans ses bottines, marcher son chemin. Moi, à 17 ans, j'avais rencontré une femme qui faisait à l'époque des balancements d'énergie. J'avais demandé, c'est quoi ton chemin?
Elle m'avait regardé et elle m'avait dit, mais Émilie, t'es dedans ton chemin. Je sais, il est plate de même, mon chemin. Moi, je voulais des feux d'artifice dans mon chemin. Je voulais des. Tu sais, je voulais que ça soit élevé pété dans le plancher. Je voulais que ça soit rock and roll. Tu sais. Je suis là, ouais, c'est ça mon chemin. Hey, j'étais là, c'est vraiment plate. Elle doit pas être bonne. Elle doit pas, elle doit pas être sage, cette femme-là. Tu sais. Elle m'a pas dit ce que je. Mais il est plate. Il est pas plate, mon chemin. Puis le chemin de personne est plate. Mais on est dans un air où, hey, moi, je. Oui, puis on se compare beaucoup, puis Oui, mais on a notre petite flamme à l'intérieur, on a notre petit feu, notre petit purusha, là, comme on dit au yoga. Tu sais, on a notre unicité. On n'a pas besoin de se battre. On n'a pas besoin de prendre la place de quelqu'un d'autre ou de ne pas prendre sa place. Je pense que c'est là le défi, puis c'est là mon rôle d'accompagnante. C'est ça, Via Luna, c'est hey, moi, je veux juste t'accompagner à trouver ta place. Moi, je ne peux pas la trouver pour toi. Puis c'est peut-être pas par là, puis par là, puis par là, mais toi, qu'est-ce que tu sens? Puis quand tu me parles, est-ce que tu entends qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que tu vois les mots? Je fais juste faire des reflets, des fois, c'est comme et la personne a dit, mon Dieu, je ne me rendais pas compte que j'utilisais ce mot-là. Ben, va méditer là-dessus, ce mot-là. Reviens me voir après. oui, je Hein? me rappelle, c'est ça que tu as fait C'est ça avec que je moi t'avais quand je dit, t'ai hein? appelé. Puis tu as vraiment mis le doigt sur, je suis comme, oh waouh, oui, c'est vraiment ça. Ouais, ouais. J'ai juste écouté, puis écoute, c'était très drôle. Je pense que c'est drôle de le dire. Je t'offrais un appel découvert de 30 minutes, puis je pense qu'on a parlé pendant 1 heure et demie. Et on n'a pas parlé des rêves, puis c'était pour ça. Non, pas beaucoup en tout cas. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai écouté, puis je sais qu'après, tu as fait ton premier cercle en ligne. Ouais, Puis ouais. c'était ça, j'étais comme arrête d'être dans ton mental, tu portes tellement de choses. Là, on raccroche, fais ton annonce. Ah ouais, lance-toi, tu sais, go. Puis c'est ça que tu as fait, tu sais. Puis j'étais Mhm. tellement fière de toi. J'étais tellement heureuse parce que dans le fond, tu t'es accompagnée. Moi, j'ai juste fait un reflet de hey, t'as-tu vu ce mot-là? T'as-tu vu? Tu vois-tu ton parcours? Arrête, tu sais, de ne pas le partager aux gens. C'est juste ça, tu sais, j'ai juste été là pour te dire ça. Fait que c'est ça ma job d'accompagnante, c'est ça Via Luna. C'est juste de me mettre en posture, d'être au service, d'être le reflet de ta sagesse, ta propre sagesse, autant les hommes, les femmes, autant dans l'énergie que dans le rêve, que dans le yoga, que dans le souffle, que dans la gestion de la douleur. Parce que quand on est dans, tu sais, on est dans des contractions puis des expansions, Mhm. c'est ça la mise au monde. Tu sais, on est dans, on est, on se fait, on se met au monde à chaque jour. Fait que c'est ça, Émilie Bergeron via Luna. Fait que c'est l'accompagnement de ça, de l'humain, de l'âme, du cœur, de. Puis j'aimerais vraiment, là, tu sais, si j'avais une baguette magique, j'aimerais amener chaque humain à pouvoir devenir sa meilleure amie ou son meilleur ami, puis s'accompagner. Parce que c'est là, après, qu'on peut briller, puis qu'on peut émerger, puis qu'on peut permettre aux gens d'être dans leur lumière. Tu sais, avec ma prof de yoga, on disait, tu sais, la vie, c'est un grand casse-tête. Mhm. Puis on a notre place à quelque part dans ce grand casse-tête-là. Mais si on ne se place pas à notre place, on empêche d'autres morceaux de se placer. Fait que, tu sais, c'est comme la grande toile de la vie. Arrêtons de perdre notre temps puis d'attendre que quelque chose se passe. Tu sais, on est un peu de même hein, dans la vie avec notre amoureux ou nos amis. Fais-moi rire, divertis-moi, tu sais, procure-moi du bonheur. Tu sais, mais si on se place à notre place, on est responsable. Puis ce qui se passe autour de le fun, de moins de fun, c'est des opportunités. Fait que quand on se place, on permet à d'autres de se placer. Puis quand on se place, je pense que c'est là que notre lumière apparaît. Puis notre lumière, là, pour ceux qui font de la photo ou qui font de l'art, la lumière, elle vient pas sans l'ombre. Parce que si on fait une photo juste avec la lumière, c'est blasté. C'est tout blanc. Il n'y a aucune nuance, il n'y a aucun contraste. Donc, quand je vous dis de vous placer pour être dans votre lumière, je vous dis aussi, placez-vous pour être aussi dans votre part d'ombre, pour vraiment être l'humain que vous êtes. Puis c'est là qu'on a notre image qui est révélée avec les ombres et les lumières, puis c'est là qu'on a le plus beau paysage. Et que ça, c'est un petit parallèle. Je voulais faire un petit clin d'œil à ma professeure de yoga qui m'a enseigné pendant 5 ans pour que je puisse devenir professeur. Alors, tantôt, tu disais que c'est ça, on vit tous en fait des cycles
de vie, mort, renaissance. Et alors moi, j'en ai sûrement vécu d'autres, mais le premier que j'ai vraiment conscientisé, en fait, c'est quand je suis devenue mère. Et, et un peu comme dans l'histoire, en fait, c'est qu'en donnant naissance à ma fille, j'ai aussi donné naissance à une nouvelle femme. Euh, et j'ai envie de dire, je me suis un petit peu redécouvert. Puis ça m'a pris pratiquement 3 ans, en fait, pour me retrouver, en fait, pour accepter qu'il y avait des parties de moi qui ne reviendraient pas, qui étaient dans le passé, puis apprendre à connaître, en fait, ces nouvelles parties, etc. Puis je me rappelle, à l'époque, j'avais acheté un bracelet comme cela, le bracelet de rythme intérieur. Donc, c'est la première mère de clan de la série. C'est des bracelets qui accompagnent donc les cycles féminins. Et moi, à l'époque, c'était celui de la grossesse. Donc, c'est pour 9 mois. Mais comme elle dit, ça peut être aussi un projet. C'est pas nécessairement un enfant. Et quand il se brise, c'est qu'il a fait son travail. Moi, il s'est brisé au bout des 3 ans. Parce qu'en fait, c'était pas juste la naissance de mon enfant, c'était la nouvelle femme. Et c'est vraiment, en plus, c'est drôle, on parlait d'Annick avant l'enregistrement, il s'est brisé dans le bureau d'Annick, en pleine consultation, au moment où justement je lui expliquais tout ça. Et là, il s'est brisé. J'ai fait waouh, le timing est juste parfait. Et après, je pense que c'était un massage qu'elle m'a fait justement où euh, je sais plus quel massage, mais qui amène justement un renouveau, etc. Donc je me dis, la vie est incroyablement faite. Et en fait, pourquoi je te parle de tout ça, c'est que donc moi, la maternité, c'est vraiment ça qui m'a transformée et qui m'a remis en chemin. J'ai envie de savoir pour toi, tu étais déjà doula quand tu es devenue maman, si j'ai bien compris. Oui. Ok. Est-ce que ça t'a transformé? Est-ce que ça a changé peut-être ta pratique? Quelle influence ça a eu dans ta vie? Ben, moi, je pensais que à l'époque où j'ai eu mon premier garçon, j'avais fait ma formation pour devenir doula et Mhm. j'avais assisté à peu près à 30 naissances, 35 naissances. Fait que je pensais que ça me donnait le droit de choisir comment j'allais donner naissance. Mhm. Puis ça a été une très grande contraction pour moi, très grand deuil parce que ça s'est pas passé comme j'avais souhaité. Tu sais, à ce moment-là, j'avais fait un plan de naissance. Mhm. Puis là, j'avais fait comme un menu un peu là, au restaurant. Là, puis j'avais créé des combos. Ça oui, ça non. Ça, vous me le dites pas, ça oui. Tata. Tu sais, j'avais comme décidé. Sauf que dans la vie, quand on devient mère, on comprend qu'on n'a pas le contrôle. Puis que c'est pas nous autres qui mènent tout le temps. Je l'ai appris à la dure parce que, tu sais, la première mise au monde, moi, j'aurais aimé donner naissance à la maison. Mais comme mon chum était un peu plus dans les craintes, je savais que je pouvais pas être entourée de personnes qui n'avaient pas complètement confiance en moi. Donc, moi, je suis au Lac-Saint-Jean, pour ceux qui ne le savent pas. Et au Lac-Saint-Jean, il n'y avait pas à l'époque de maison de naissance. Fait que je suis partie du lac pour aller visiter la maison de naissance de Québec. Et là, je trouvais que c'était 3 heures et demie de route. Mon bébé naissait au mois de mars, dans la tempête. Mon chum était à l'école à l'époque, donc il n'y avait pas de congé. Moi, je me disais, on va partir 2, 3 semaines avant. Comme ça, mais mon chum va venir me rejoindre. Je disais, mais s'il fait tempête, mais mon chum n'y arrive pas. Oh mon Dieu. Puis là, fait que finalement, l'option d'aller en maison de naissance à 3 heures et demie de route dans une peut-être tempête, ben, je trouvais que c'était pas très sécuritaire. Fait que j'ai fait le plus de travail possible chez moi. Et puis, je ne voulais pas accoucher dans la ville où j'habitais. Fait que je suis allée à 1 heure et demie de route de chez moi pour me sentir. Ben, j'avais accompagné dans ces lieux-là, puis je sentais que là, il y avait un meilleur respect pour le père après. Il y avait un lit, puis on ne bougeait pas de chambre. On arrivait dans la chambre où on donnait naissance, puis on faisait notre séjour là, alors que tandis qu'il y a des hôpitaux dans la région où tu arrives, puis quand tu es à 3, 4 centimètres, là, tu vas dans une chambre de naissance, puis après ça, tu es 30. Là, je trouvais que c'était un peu effet prédateur. Fait que j'ai choisi cet hôpital-là qui est un peu plus loin. J'étais arrivée à 5 centimètres. Fait que moi, le soir, là, on s'est couché. J'ai dit à mon chum, bon, là, je commence les contractions. Repose-toi, je vais me gérer, je vais avoir besoin de toi en forme demain. Tu sais, laisse-moi faire. Fait que moi, j'avais pas peur de la douleur. J'avais tellement mis ça au pire. Je m'étais dit, moi, la douleur, là, je vais penser que je vais mourir à chaque contraction. Fait que comme ça me mettait comme dans la capacité d'accueillir la douleur. Puis là, où je veux aller, là, c'est que ça s'est pas. Ça a pris très longtemps. Et puis j'ai marché un peu à menace. Là. La médecin, à un moment donné, a dit ben là, si dans une demi-heure, tu n'as pas de travail de fait, on va rupturer les membranes. Puis là, tu sais, puis là, je savais ce que ça voulait dire.
Fait que là, donne-moi une demi-heure, puis là, tu bouges ici, tout ça, tout, tout. Mais tu sais, tu le fais quasiment de peur. Fait que t'es comme, oui, tu sais ce qu'il faut que tu fasses, mais en même temps, en dedans, l'énergie que ça crée. Là, j'ai comme compris, là, tu sais, toutes les subtilités de ce qui se passe, là. Puis, en tout cas, après longtemps, après dans le fond, ce que j'ai compris en devenant mère, j'ai eu une très grande déception parce que ça n'avait pas fonctionné. Je fais que là, mon corps, j'avais l'impression que, tu sais, mon plan, j'étais pas si bonne que ça pour faire des plans. J'étais pas la mère que je voulais être. J'avais pas eu la naissance que je souhaitais pour mon enfant. Mon enfant, il avait décidé de se pointer 3 semaines avant. Fait que j'ai été beaucoup en deuil de oh mon Dieu, je suis pas une bonne mère, il veut pas rester dans mon corps jusqu'à 40 semaines. Parce que moi, dans ma tête, un premier, c'est jusqu'à 41 semaines minimum. Ah ouais, Fait alors que tu vois, moi, ma première, c'est celle qui est sortie avant. Et la deuxième, elle a pris son temps, comme quoi. et c'est ça, mais là, j'ai compris. Fait aujourd'hui, comme doula, je veux plus, je veux pas, je souhaite à tous les couples que j'accompagne qu'il n'y ait aucune déception du scénario mis au monde. Puis il n'y a plus de plan de naissance, il y a des souhaits de naissance. Tu sais, j'ai été triste, mais en même temps, je suis tellement devenue une autre sorte de doula. Tu sais, j'en parle souvent, tu sais, j'ai reçu ici Isabelle Chaloux l'année dernière, Ingrid Baillot, puis Annick Bourbonnais. Puis j'ai jasé un peu avec Isabelle Chaloux. Dans le fond, moi, je suis pas la doula qui est contre. Je suis pas contre le système médical. Je suis pas contre tu sais, l'épisiotomie, ou parce que l'épisiotomie, tu sais, ça peut t'empêcher d'aller à la césarienne. C'est peut-être mieux, tu sais. C'est juste de pas faire les choses d'emblée, puis d'aller au bout, puis de connaître ton corps, puis de connecter à ton instinct, puis à ton intuition. Fait que mon passage pour devenir mère m'a enseigné beaucoup sur ma manière d'être mère et comment devenir aussi la meilleure doula auprès des couples pour qu'il n'y ait pas de recette, pour que ce soit leur recette. Imagine comment c'est beau de créer ton propre scénario, mais pas juste le tien, celui de ton bébé aussi, puis de te faire naître mère, père, famille, parce que c'est pas un premier bébé, là, c'est pas juste la naissance d'un bébé, là. Hey, c'est tout le monde qui vient au monde. Tu sais, tantôt, ce que tu expliquais, ça m'a pris 3 ans. On appelle ça la matrescence Oui, aujourd'hui. Tu sais, j'ai c'est découvert ça plus tard. l'adolescence. Mais oui, mais c'est tellement merveilleux de le savoir, parce que la matrescence, c'est la crise d'adolescence, mais de quand on devient maman. Ça s'appelle la matrescence. Et informez-vous sur ce passage-là, mesdames. Puis même les papas, informez-vous parce que votre blonde, elle ne sera plus jamais la même. Il y a un deuil, mais il y a une naissance aussi. C'est beau. Tu sais, il faut juste pas être dans, comment qu'on appelle ça quand on est dans le passé un peu, là, la nostalgie. Ouais. Faut laisser la permission. Puis tu sais, tantôt, je disais tes questions, puis moi, j'ai été beaucoup en deuil de, ah, je pensais pas que j'allais être cette sorte de mère-là. Ah, je pense on le vit tout, hein. Je pense que c'est C'est universel. assez fréquent, ouais. C'est ça, genre. On a des attentes, on s'imagine, et puis, mais après, c'est qu'on peut pas savoir quel enfant on va avoir, et puis comment nous, quelle mère on va être, en fait. Ça nous chamboule, là. J'avais entendu un artiste à un moment donné, je pense que c'était une comédienne qui avait chanté. Puis elle rêvait d'avoir une grosse voix jazz, là, tu sais, un peu. Puis elle avait dit, on ne sait pas l'art qui sort de nous. Mm. On ne peut pas savoir l'art qui sort de nous. Parce que, tu sais, exemple, moi, j'aime ma chanteuse préférée au monde, c'est Lila Downs, une chanteuse mexicaine. Elle a une voix, elle a un registre incroyable. Tu sais, la chanson, vous irez écouter Paloma Negra de Lila Downs en pensant à moi. C'est une chanson qui est profonde, qui est douce, elle a toutes les polarités que j'aime, mais je pense pas que je peux, moi, si je chante un jour, avoir cette voix-là. Peut-être que ça va être autre chose. Mais c'est ça. On n'est pas au courant de l'art qui émerge de nous. On n'est pas au courant de l'art. C'est comme la manière d'être mère qui va sortir de nous, la composition de la famille, non plus le scénario. C'est une surprise. Mais je pense que quand on est capable de faire des souhaits, on est moins déçu. Puis ça, je pense que si j'avais une baguette magique, une autre baguette magique, ou un autre souhait avec la même baguette, c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent. Mais en même temps, tu sais quoi? Je pense que quand on est enceinte, on n'a pas envie d'entendre les histoires des autres. Puis moi, je dis toujours aux couples que j'accompagne, là, les femmes enceintes, on devient comme un bien commun. Tout le monde te touche, tout le monde te raconte son histoire de naissance. Puis moi, un jour, j'ai dit à une amie,
Elle m'avait demandé, elle était enceinte, puis elle m'avait dit, mais raconte-moi la naissance de tes garçons. Puis je l'avais regardé, puis j'avais dit, tu sais-tu quoi? J'ai dit, quand tu vas enfanter, on partagera après nos récits de naissance. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Puis elle est partie à pleurer. Et j'étais tellement touchée parce que elle dit, c'est tellement important ce que tu viens de dire parce qu'elle dit, j'ai l'impression que je me fais pas dire comment ça peut se passer avec toi. Tu sais, on va pouvoir le partager ensemble. Tu reconnais que moi, je vais avoir mon unicité, mon histoire avec mon bébé. Puis maintenant, je le dis aux gens. Je le dis, permets-toi de dire aux gens, hey, tu as envie de me parler de ton scénario de naissance, de ton histoire. Je suis honorée, mais est-ce que tu peux attendre que moi aussi je sois devenue une maman? Puis on va partager ensemble. C'est ça que je dis aux couples que j'accompagne. Oui, parce Mais que ça peut créer des attentes aussi. Moi, je sais que j'ai une amie, elle des avait parlé, peurs. elle avait autour d'elle beaucoup de femmes comme moi qui ont accouché très rapidement. Donc, elle, sa crainte, c'était que ça se passe très vite. Elle n'avait pas d'auto, donc c'était pour se rendre à temps, etc. Finalement, ça lui a pris 30 heures. Elle a failli se rendre à la césarienne. Hmm. Et tu vois, quand tu as des attentes, c'est toujours. Moi, à l'inverse, tu sais, c'est drôle, c'est l'inverse de toi. Moi, j'avais très peur de la douleur. J'avais aucune idée c'était quoi ma tolérance à la douleur parce que j'ai jamais eu de. Jamais cassé le bras, une jambe, ou tu sais. Et en fait, je me suis jamais sentie aussi forte et puissante que quand j'accouchais, même que j'ai dit à mon chum, dégage. Alors que pour moi, c'était mon arbre, là. C'était final. J'étais comme, non, non, c'est là, tu me déranges, là. J'ai besoin d'être seule là-dedans, tu vois. C'est fou, c'est drôle, hein. Hmm. Mais tu sais, moi, pour faire le parallèle, tu sais, tantôt tu parlais de la première naissance, la deuxième naissance. Moi, j'ai souvent dit à la blague, on devrait commencer par le deuxième. Parce que, tu sais, Diane Boutin, Diane Boutin, c'est elle qui m'a enseigné la première fois pour devenir accompagnante à la naissance. Puis, dans le cours d'accompagnement, elle nous avait fait faire un exercice où on devait accompagner quelqu'un qui faisait semblant d'accoucher. Puis, Diane, elle nous donnait le scénario. Puis, ça, je l'avais fait. Mais après ça, il fallait faire semblant d'accoucher pour que quelqu'un pratique son scénario. Puis moi, il y avait une poutre dans la classe. J'étais allée me cacher en arrière de la poutre. J'avais accompagné, mais j'avais pas voulu faire semblant d'accompagner. Puis par hasard, elle m'avait choisi pour parler un peu du scénario des règles. Parce que elle disait qu'on pouvait faire un petit parallèle. Tu sais, la femme qui est au 28 jours à 4 heures, qui a ses règles, puis qui dure 3 jours et demi, ben, il y a de fortes chances que cette femme-là, elle devienne aux 5 minutes. Mais elle dit une femme qui est au 28, 30, puis qui perd beaucoup de sang, mais ça se peut que le col soit friable, qu'il y a des pertes sanguines. En tout cas, elle m'avait pris, moi, pour un peu faire le modèle de mon scénario de lune. Puis quand elle m'avait vu me cacher dans la classe, Diane, elle m'avait dit, oh, ma petite sauvage, toi. Elle dit, moi, si je t'accompagnais, là, je te dis que je te laisserais tout seul la fenêtre ouverte pour que tu puisses bien t'oxygéner puis respirer, mais je te laisserais tout seul, ma petite sauvage. Parce que j'avais dit à Diane, je veux pas faire avec. Tu sais, c'était juste faire semblant, là. Aujourd'hui, je le ferais, là, mais à l'époque, on dirait que j'étais. Ah, c'était trop de vulnérabilité devant le groupe de faire semblant de faire naître un bébé. Fait que mon premier, j'avais pas pensé à ce que Diane elle m'avait dit, mais à mon deuxième. Je m'étais vue dans mon premier où j'avais invité ma mère, j'avais une accompagnante, l'infirmière. Puis là, j'avais fait là, une grosse tisane de framboisier. Puis là, j'étais dans le bain tourbillon. Puis j'étais là, hey, moi, je suis dans un garden party, tu sais. Puis j'avais du fun. Puis je m'excusais de faire attendre. Je faisais des blagues. Je passais presque des plateaux de crudités de légumes, tu sais. Après, quand j'ai fait mon retour, hey boy, c'est vraiment loin de ce que Diane avait vu, hein? Fait que à mon deuxième bébé, j'avais dit à la sage-femme, parce que là, la maison de naissance a ouvert entre-temps, j'avais dit à la sage-femme, hey, moi, je vais être sauvage dans ma caverne, hein. Fait que quand tu vas venir prendre le cœur du bébé, parle-moi pas, mets ta main sur mon épaule, je vais te faire de la place, mais on va me laisser dans ma bulle. Puis j'avais dit à mon chum, hey, mon amour, ça se peut, je te demande de sortir. Parce que si tu es là, je sais, je vais m'occuper de toi. Oh non, il a peut-être faim, il est peut-être inconfortable, il a peut-être les jambes engourdies, il doit trouver ça long. Fait que laissez-moi tout seul. Laissez-moi tout seul. Puis écoute, j'étais dans ma puissance, j'étais dans la connexion, dans la communion avec mon bébé. Là, tu sais, j'étais inébranlable. Puis c'est drôle parce que j'ai une amie doula, Marie-Ève B. Lévesque, la Loba Photo, qui travaille avec Isabelle Chalut, elle était venue à la naissance pour prendre les photos. Puis elle venait juste de faire sa formation de doula. Puis là, elle, ce qu'elle avait vu, c'est qu'il faut bouger, il faut encourager les femmes à bouger. Puis quand elle est arrivée,
Moi, j'étais couchée dans le lit, ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée en maison de naissance, puis moi, j'avais besoin de faire mes repères. Puis il n'y a pas longtemps, Marie-Ève, elle m'a dit, c'est une très bonne amie, elle m'a dit, Hey, Émilie, quand je suis arrivée, puis je voyais que tu bougeais pas, je doutais vraiment, tu sais. Puis elle dit, là, j'ai compris que chaque femme a sa manière de faire naître son petit bébé, parce que moi, j'avais besoin de voir mon petit bébé descendre, de sentir mon petit bébé descendre à l'intérieur de moi. C'était ma manière de... J'ai changé de place, mais je n'étais pas en train de danser tu sais, j'étais pas en train de bouger le plus possible. Tu sais, c'était vraiment tout en lenteur, tout en douceur. Fait que Marie-Ève, elle me l'a dit il n'y a pas longtemps. Ça, tu sais, je pense, je sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai douté. Tu sais, j'étais pas sûre que c'était la bonne recette. Puis finalement, ça s'est super bien passé. Fait que, tu vois, je me suis réconciliée beaucoup avec le deuxième. Puis après, il y a eu les fausses couches. Fait que, tu sais, quand Via Luna est née, c'était vraiment comme, hey, là, j'ai des petits bouts de scénario, de plein de choses. Ça va faire de moi une meilleure accompagnante. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier, ça m'a pris 20 ans. Il y a eu toujours les naissances, les morts, les douleurs, l'accompagnement, les gens qui ont peur, qui venaient dans mon bureau, qui venaient jaser avec moi. C'était toujours le terme. Mon chum, il riait de moi. On allait dans son party de bureau, il y avait 300 employés. Il disait, Émilie, je te donne 1 heure, puis il y a quelqu'un qui te raconte la naissance de son bébé. Puis à un moment donné, je le regarde, ça faisait 20 minutes qu'on était rentrés. Je rencontre une femme d'un collègue, je sais pas trop, puis là, je dis, hey, 20 minutes, j'ai battu mon record. Ça fait 20 minutes, je la connais pas, puis elle me parle de son Et elle ne accouchement. savait pas que tu étais doula. Où j'y ai dit, puis là, tout de suite, elle m'a parlé, parce que souvent, quand tu dis que t'es doula, les gens, ils te racontent leur Ouais, naissance, ou ouais. ils te racontent. Mais ça a pris 20 minutes quand même avant que je trouve quelqu'un que je connais pas qui me raconte la naissance de ses bébés. Fait que, tu sais, c'est ça. Être dans l'écoute, dans la connexion, dans ce scénario-là, dans cette... J'ai résisté, je savais pas quoi faire. Puis un jour, j'ai dit oui. Puis là, le téléphone sonne, tu sais. J'ai Ouais, tu as accompagné trouvé des ta gens en voie. Allemagne, j'ai accompagné des gens en Colombie, tu sais, beaucoup de gens à Montréal, des couples de Français. Parce que le plus beau cadeau, c'est Ah, t'es enceinte, faut que tu parles avec Émilie Bergeron. Ou tu sais, ah ouais, ta mère est malade, tu sais pas comment l'accompagner, faut que tu parles avec Émilie Bergeron. Fait que- puis juste ça, tu sais, je sais que quand il y a un appel découverte, hey, telle personne m'a référé à toi, je sais qu'on est un bon match de travail parce que c'est plaisant quand c'est nourrissant des deux bords. Maintenant, je peux me permettre de faire des appels découvertes puis de choisir aussi avec qui ça résonne de travailler, l'espace qu'il y a aussi dans mon horaire. C'est vraiment ça, c'est mes petites permissions de travailleur autonome, tu sais, que je me donne. Ouais, ben, c'est sûr, quand tu accompagnes, il faut que, comme tu dis, il faut que ce soit, faut que il y ait un match énergétique pour les deux aussi, parce que sinon, ça peut être extrêmement drainant pour toi. Puis, tu sais, avant, quand tu commences, tu as tellement peur de manquer de monde que tu prends tout le monde puis tu t'adaptes. Moi, je m'adaptais. Je sais qu'avec les papas, c'était impressionnant. Puis là, j'avais besoin, avec les papas, je me préparais des pourcentages, des données. Et là, aujourd'hui, je peux être Émilie, qui est Mm. dans la physiologie, qui est dans les émotions, qui est dans les hormones, mais qui est dans l'invisible aussi. Puis ça, je le dis, puis là, j'adore, je regarde les papas quand je le dis maintenant. Parce que c'est pour eux qui, souvent, c'est un défi un peu d'aller dans l'invisible. Puis après, quand ils voient que je le fais, parce que tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont dire, Ah, elle est ésotérique, mais moi, je me considère pas comme quelqu'un d'ésotérique. Je me sens au contraire bien enracinée dans mon corps, dans ma matière, dans ma vie terrestre, tu sais. Mais oui, je suis spirituelle. Oui, j'aime qu'il y ait un sens, qu'il y ait du sacré. Puis là, les gens, ils font comme, ils reculent un peu. Mais le sacré, là, quand tu fais ton café le matin, là, dans une petite cafetière italienne espresso, là, puis que tu la vides, puis que tu la nettoies, puis que tu la remplis d'eau, puis que tu moules ton café, puis que tu mets la bonne quantité, puis que tu avisses, puis là, tu la mets sur le rond, c'est un rituel. C'est sacré. Fait que est-ce que quand tu brosses tes dents le soir, puis tu nettoies ton visage, ou quand tu prépares tes vêtements la veille, je sais pas, quand tu refais ton lit le vendredi matin pour te coucher dans des draps propres, Oui, on c'est appelle ça des routines, mais en fait, c'est des des routines, rituels. mais quand tu y mets un sens à ta routine, ça devient sacré. Ça devient un rituel. Fait que je me sens beaucoup plus spirituelle dans le sacré, dans le sens, que dans l'ésotérisme. Puis après ça, on peut jouer sur les mots. Il y en a que ça va faire leur affaire de me catégoriser comme ça. Puis il y en a d'autres que, au contraire. Puis il y en a que je suis soft. Puis il y en a que c'est too much. Puis c'est pas grave.
aujourd'hui, tu sais, j'ai l'âge que j'ai, puis je suis pas à bout d'âge non plus, là, mais j'ai envie de m'assumer. Parce que de mon petit morceau de casse-tête que je vous parlais tantôt, moi, si je m'assume, ben, ça va peut-être donner le goût à d'autres personnes de s'assumer. Fait que je suis rendue là. Et en même temps, je me rappelle, il y a une phrase que tu m'avais dite quand on avait échangé la première fois, c'était, parce que moi je t'avais expliqué à quel point la maternité, ça m'avait ouvert aussi à la spiritualité, et puis tu m'avais dit, mais quand une âme te traverse, tu ne peux pas ne pas être connecté au grand tout, tu ne peux, enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et dans le conte, en fait, c'est l'âme du bébé qui rappelle à sa mère de se reconnecter à sa propre âme et au grand tout, et dans l'histoire, en plus, le bébé ensuite veut, en fait, c'est que je pense la femme, elle a perdu, oui, c'est ça, la femme qui accouche, elle a perdu son conjoint. Et en fait, la sage-femme qui l'aide à accoucher, elle décide de la prendre sous son aile. Mais avant même qu'elle lui propose, en fait, la femme dit, ben, mon enfant, l'âme de mon enfant m'a dit qu'elle voulait devenir sage-femme à son tour. Hmm. Donc là aussi, je trouve qu'il y a le cycle qui est intéressant. Mais en fait, c'est ça, c'est cette idée que quand on donne la vie, on rentre dans le cycle de la vie, de la mort, et on est forcément lié à tout ce qui nous entoure. Hein. Je pense que je l'avais dit avant l'enregistrement, un mot qui revenait souvent, c'était connexion. Ça nous connecte à tout ça, quoi. Donc, comme tu dis, on appelle ça de l'ésotérisme ou autre chose, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et je trouve que c'est ce qui manque dans le milieu médical. On isole l'expérience de tout ça, alors que pour moi, ça l'enrichit. C'est drôle parce qu'il y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast, puis ça l'expliquait vraiment que, tu sais, il y a des mouvements, hein. Il y a c'est des balanciers, la vie, hein. Puis, tu sais, moi, je me remets souvent en cause aussi. Des fois, je trouve que c'est ça, c'est une mode. Un peu tout le monde est rendu dans les soins énergétiques. Puis, ça me. Tu sais, je sais pas. Tu sais, moi, tu sais, tantôt, tu m'as demandé de me présenter, puis j'avais le goût de dire je suis Émilie. Parce que on n'est pas une chose, puis on n'est pas quatre choses, puis ces choses-là, ils bougent, ils changent. Puis c'est ça, c'est dur, là, tu sais, je me suis présentée, puis peut-être que dans 3 jours, je me serais présentée complètement autrement parce qu'il y a l'énergie du moment aussi, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui m'habite. Tu sais, j'aurais pu simplement dire je suis Émilie, je suis émotionnologue. Ça vient avec le fait d'accompagner les passages, les gens qui traversent les passages et les gens autour. J'aurais pu me présenter comme ça, peut-être qu'un jour, ça sera ça que je dirai, mais on n'est pas une chose, on n'est pas... ça, je trouve ça dur, tu sais, d'être immuable. Puis, tu sais, la connexion que tu parles, ben, pour moi, c'est de dire, ben, il y a quelque chose de plus fort que la police, de toute façon. Tu sais? Puis dans ces passages-là, euh, quand on n'est pas traversé, tu sais, quand on n'est pas traversé par un bébé, parce qu'il y a plein de monde qui sont capables d'être dans l'ouverture, puis juste quand la nature, c'est le plus grand enseignement. Quand on va regarder dehors, là, tu sais, l'automne, là, il n'y a pas un arbre que je connais, moi, qui retient ses feuilles pour pas qu'il tombe. Il y a une acceptation, il y a une résilience dans la nature. Qu'est-ce qu'ils font les feuilles après l'arbre? Ils ne se le demandent pas. Ils le vivent tout simplement. Le printemps avec les petits bourgeons plein de vie, là, puis les petits oiseaux qui vont manger les fruits. Moi, mon bureau, là, je travaille, je suis au deuxième étage chez moi, puis j'ai la cime des arbres. Fait que j'ai toute la vie, j'ai toutes les sortes d'oiseaux qui manquent. C'est tellement beau. Puis souvent, quand je manque d'inspiration ou je suis dans une contraction, mais je regarde dehors, puis ça me ramène qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un petit pas que je sais qu'il faut que je prenne de cette manière-là. Puis, ce que je voulais dire, je reviens à mon idée, là, j'ai fait une loupe. Quand on ne se laisse pas être sensible par le passage de notre enfant, je pense que quand il y a une mort autour de nous, proche, là, je pense que c'est une autre opportunité de se reconnecter à cette sensibilité-là et à ce sacré-là. Euh, je vous partage quelque chose. Dernièrement, on a reçu un ami à la maison. Puis il y avait son grand-père qui était décédé, puis il y avait des enfants. Il accompagnait ses enfants, là, 5 ans, puis 4 ans, ou 6 ans, puis 3 ans. Puis moi, je partage avec mon cœur, hey, tu sais, la première fois que nos enfants vivent un deuil, hein, on ne sait pas trop quoi leur dire quand ils nous demandent où ça va, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi.
Il me regarde, il dit, non, 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 pas compliqué, t'es mort, il n'y a plus rien qui se passe, c'est fini. Hey, j'avais, j'avais fait le saut parce que j'étais là, mon Dieu, c'est triste. Puis en même temps, c'est peut-être vrai. Tu sais, moi, j'arrête pas de penser à ça maintenant quand j'ai mes philosophies ou mes petites conceptions. Je me dis, non, mais il n'y a peut-être plus rien. Tu sais, j'essaie de voir tout le temps les deux côtés de la médaille. C'est pas ma croyance, mais les croyances, ils changent, ils se transforment. Tu sais, la première fois que j'ai entendu parler de réincarnation au secondaire, je trouvais ça vraiment. Hey, la personne qui parle de ça a pris de la drogue, hein. Mais aujourd'hui, j'y crois, tu sais. Aujourd'hui, je crois que ça se peut qu'on fasse des petits voyages, puis qu'on s'améliore, puis qu'on. Puis il y a des vieilles âmes, puis il y a des âmes qui sont jeunes, qui sont là. Puis. Mais c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Ça me fait du bien, moi, de croire à ça en ce moment. C'est pas Ben, grave. c'est ça, c'est nos croyances. Moi, je sais que j'en parle à mes filles parce que elles posent la question. Tu sais, il y en a une qui a perdu une éducatrice il y a 1 an ou 2. Fait que ça, on avait commencé à parler de la mort et tout. Mais moi, c'est ça, je fais aussi souvent le parallèle avec les saisons. Puis là, c'est drôle parce que ouais, la grande, elle est dans un camp de jour en sciences, fait qu'elle apprend justement aussi, tu sais, la décomposition. Là. Et, et souvent, la petite, elle me demande, moi, j'étais quoi dans une autre vie, maman? Puis, je peux-tu choisir ce que je vais être dans la prochaine? Tu sais, mais je trouve ça beau parce que moi, je suis comme toi, tu sais, j'ai du mal à croire que ça s'arrête là et puis que oui, on est sur Terre pour vivre des choses, pour évoluer, puis qu'on choisit plus ou moins l'incarnation dont on a besoin en fait pour grandir. Bon, ça, c'est ma croyance. Et que c'est ça que je transmets à mes filles. Et en même temps, comme la nature est comme ça leur paraît pas farfelu, en fait, parce qu'elles voient bien que c'est ça qui se passe, que tu sais, t'en parlais au début, à un moment donné, il y a l'hiver, mais derrière, il y a de nouveau le printemps, ça s'arrête jamais, en fait. Ça s'arrête jamais. Comme tu disais, le vide, le froid, le rien est nécessaire pour qu'il y ait la vie. Et tu vois, la même chose, là, je rigolais ce matin parce que j'ai mes règles aujourd'hui, évidemment. Je me suis dit le jour où je te parle. Et mes filles aussi, tu sais, elles continuent à m'accompagner à la toilette. Donc, quand elles voient que je saigne, elles me posent des questions. Et donc, je leur explique tu sais, la même chose. Je dis, ben, c'est parce qu'il n'y a pas eu de bébé. Donc, ben, on s'en débarrasse. Puis, on reconstruit l'utérus. Puis, ben, donc, ça saigne et tout. Mais tu sais, tu sens que dans leur tête, ça travaille. Mais c'est ça, moi, je veux qu'elles grandissent quand même avec cette idée que, même si, tu vois, euh, même si évidemment quand quelqu'un de proche meurt, etc., il est plus là, mais comme tu me le disais avant l'enregistrement, ça se transforme. Ça se transforme. Euh, Puis j'ai envie de le partager maintenant. Euh, le jour où on enregistre, j'ai appris ce matin que ma belle-mère allait peut-être mourir. Et, et, et là encore, c'est la mort qui est avec la vie. Tu vois, j'arrivais ce matin en disant on va parler de naissance et finalement on parle aussi de mort parce que ça fait partie de la vie. Et comme tu dis, si elle meurt demain, ça va donner naissance à autre chose et on ne sait pas quoi. Et en même temps, le fait que j'ai transmis ces idées-là à ma fille, j'ose espérer que ça va les aider à mieux vivre ce deuil parce que moi, j'ai perdu mes grands-parents, puis j'ai des parents qui avaient des croyances plus terre à terre, mettons, et je savais pas quoi faire avec la mort de mes grands-parents. Et là, je me dis peut-être elles vont voir que c'est ça, c'est le cycle parce que je pense dans nos sociétés actuelles, on vit beaucoup avec cette peur de la mort, hein. Alors que dans les sociétés ancestrales, elle fait partie de la vie. Tu sais, je sais que les autochtones, pour eux, c'est un animal qui décide de se sacrifier. Dans l'histoire, c'est ça, c'est un cerf qui se sacrifie quand elle donne naissance à son bébé pour pouvoir les nourrir. C'est un don de soi, en fait. C'est la mort, c'est pas la fin de quelque chose, c'est parce que ça va donner vie à autre chose. Et on parlait de cette connexion, c'est ça. Puis je pars Hmm. dans tous les sens, mais là, l'autre chose qui monte, là, je nous regardais habillés en bleu. Quand tu parlais de la nature et de la connexion, moi, ça me fait penser à Avatar, le Hmm. film, qui m'a énormément touchée. Et j'avais pas compris pourquoi, jusqu'à ce que je comprenne que ils sont bleus, là, c'est cette histoire de connexion. Ils sont en permanence connectés à la nature, aux animaux, aux plantes, et je rêve qu'on revienne à ça. Hmm. Parce que tout serait tellement plus
facile, beau, je sais pas, on mais comme tu disais au début, il faut revenir dans le cœur. Ça se passe pas là, cette connexion. Tu sais, quand ça arrive, ça, parce que moi aussi, dans la fois, avec on parle beaucoup avec les garçons, comment ça pourrait être autrement, comment. Tu sais, on n'a pas vraiment de pouvoir sur les industries, tout ça, mais je pense, le, le plus beau, c'est de reprendre notre propre pouvoir. Parce que des fois, en prenant pas de décision, puis en se laissant un peu errer, aller, ben, c'est une décision de ne pas prendre de décision. Je pense que si on se ramène à ce qu'on peut faire, plaçons-nous, soyons dans notre lumière, dans notre pouvoir. Et c'est là, je pense, qu'on va pouvoir changer les choses. C'est là qu'on va être un peu plus dans la connexion, comme les avatars, tu sais, de comprendre que il faut arrêter là, de tout couper les champs, puis les forêts, puis pour faire plus de ci, puis plus de ça, puis dans le cercle vicieux de la consommation. C'est mon seul petit pouvoir que j'ai. Je ne peux pas condamner les autres, mais moi, je peux faire qu'est-ce qui est dans mes croyances. Et après ça, ben, ça fait des petits bébés, puis on en parle. Parce que là, on est beaucoup dans la physique quantique. Mais la physique quantique, tu as bien beau le lire de manière très rationnelle, il y a quand même quelque chose de très spirituel là-dedans. C'est un tout. C'est une grande connexion, là. Tu sais, c'est l'inexplicable expliqué, senti, filé. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de plus fort que la police. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'avant longtemps, on va y aller dans ce sens-là. Où, moi, je me suis longtemps cachée, là. J'ai fait mes initiations Reiki en Bolivie, je ne l'ai jamais dit, jusqu'à tout récemment, tu sais. Parce que ben, j'avais honte, je ne voulais pas me faire juger, je ne voulais pas être catégorisée. Puis en même temps, mais quand j'ai commencé à ouvrir la porte, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de monde qui avait des formations, mais qui n'osait pas le dire aux autres non plus. Puis quand tu commences à le dire, ah, ma mère aussi, hey, moi aussi, hey, ma tante a fait ça, puis hey, ma meilleure amie, tu connais-tu telle personne? J'ai déjà reçu un soin. On se cache toutes, mais finalement, quand on se dévoile, on permet à d'autres de se dévoiler. Parce que c'est pas mal plus présent qu'on pense, puis c'est pas mal plus soft qu'on pense. J'ai été invitée, ça s'appelle la Journée du bonheur au travail. C'est une grande rencontre organisée par la MRC, le CIUS, toute la Chambre de commerce à Saint-Félicien. Tu sais, c'est vraiment le plus rationnel qu'on peut avoir dans la SADC, la Société de développement, tout ça économique, blablabla. J'ai été invitée à parler du cercle de parole en milieu de travail. Puis j'ai fait un hôtel dans le milieu, je me suis respectée. Là, je suis allée avec ma couleur. Puis il y a des gens en construction qui sont venus, il y a des personnes qui sont directeurs de CPE, il y a eu du monde, des municipalités, tout ça, ils étaient là. Fait que je me dis, hey, on est rendu ailleurs. Il y a beaucoup plus d'ouverture qu'on pense. Fait que gênez-vous pas de dire qui vous êtes puis votre couleur parce que ça va résonner pour quelqu'un dans la pièce. Puis ça va, comme tu dis, mais c'est drôle que tu dis ça parce que c'est exactement pour ça que j'ai lancé ce projet. C'est que moi, j'avais besoin de libérer ma parole, mais je me suis dit, si moi je le fais, ça va donner le goût, la force, le courage à d'autres de le faire. Parce que moi, je me rends compte que ça me fait du bien, ça m'a vraiment fait évoluer. Je suis plus à la même place qu'il y a un an quand j'ai lancé ça. Et ces échanges aussi, tu vois, moi, ça me nourrit autant que j'espère que ça va nourrir les personnes qui nous écoutent parce que je trouve que ça fait avancer la réflexion, puis ça. Je pense que, tu sais, moi, j'ai le goût de te remercier de ton initiative de faire ça parce que je pense profondément que la sororité a besoin de guérison et d'amour. Parce que quand on est cœur à cœur, on s'aime, on se trouve belle, puis on voit la lumière de l'autre. Puis on est capable de le faire en individuel, je pense, en femme. Mais après le dos tourné, ce que je vois, c'est qu'on se sent menacé par la lumière des autres. Ça nous fait peur, puis on a l'impression qu'on brille moins ou qu'on est moins vu et reconnu parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se déployer. Mhm. Fait que moi, quand je fais le soin rituel mexicain Rebozo, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est une opportunité de guérir la sororité, de pacifier la sororité parce qu'on est entre femmes, puis il y a une vulnérabilité, puis il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de douceur, puis c'est vraiment une médecine qui est incroyable. Puis ce que tu fais, je pense, toi, tu le fais moi, je le fais par le rebozo, je le fais par l'accompagnement, mais je pense que dans ce que tu es en train d'offrir en ce moment,
c'est ta couleur à toi pour guérir la sororité. Puis je te remercie sincèrement de cette opportunité-là, de cette chance-là qu'on puisse échanger. Puis comme je t'ai expliqué en amont, ça arrive tellement à point dans la médecine que j'ai besoin en ce moment dans ma vie, tu sais, le bleu, les larmes. J'ai beaucoup pleuré avant l'enregistrement, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai lu la description. Ça me ramène beaucoup à l'énergie, à l'esprit de ma grand-mère. Puis d'avoir choisi ça, tu sais, pour moi, c'est tellement à point dans ce que j'ai besoin de vivre en ce moment et de déployer, d'explorer. Je veux vraiment sincèrement te remercier pour ça, pour cette initiative-là, puis pour ton projet, parce que c'est vraiment un projet de cœur. On le sent. On le voit que ça te fait plaisir d'être là. Tu sais, il y a un amour, il y a vraiment une belle connexion. C'est moi qui vais pleurer là. Non, mais je voulais te prendre le temps de te remercier, c'est important. C'est gentil. Parce Merci. que il faut qu'il y en ait plus. On n'en aura jamais assez, on n'en a pas trop. Merci beaucoup. Ben, écoute, merci à toi, Émilie. C'était un très bel échange, vraiment très profond. On a touché à plein de choses. Je pense qu'on va clôturer ici. Et puis, donc je vais mettre tous les liens pour te retrouver si les gens ont le goût d'en savoir plus sur Via Luna, donc dans le descriptif de l'épisode. Et je vous donne rendez-vous à toutes en septembre. Alors, je suis tellement émue aujourd'hui que je ne sais même pas c'est quoi la prochaine masterclass. Je sais que ça a un lien, en fait, il y a un lien avec ce qu'on a dit à la fin parce que c'est un lien avec la préservation de la planète, les 7 générations, mais je ne sais plus son nom. Ah oui, c'est la femme, Setting Sun Woman, la femme du soleil couchant. Mm. Encore une fois, merci Émilie et je vous souhaite à toutes une très bonne journée. Bye bye. Merci, Anne. Au bec. Wimbalala, wimbalala.